Bonsoir à tous et merci d'être déjà si nombreux connectés à ce premier direct de l'AFA de l'année 2022. Alors bien sûr, on en profite pour vous souhaiter une excellente année, le meilleur pour tous et pour toutes évidemment. On espère aussi évidemment plein d'actions. On a prévu plein d'actions à l'AFA pour 2022 et évidemment on espère plein d'avancées dans la prise en charge, la recherche médicale dans les MICI. Donc, on espère que des bonnes choses pour 2022. Alors, ce soir, on est ravis évidemment de recevoir le docteur Lauriane Plastaras, qui est chef de service au CH de Colmar. Bonsoir. Bonsoir. Pour une session qui va être une session intéressante parce que c'est vraiment un enjeu aujourd'hui dans les MICI de parler du suivi de près, de proximité réellement des patients. Mais avant de parler de ce sujet très très riche et à mon avis qui est aujourd'hui un sujet un peu novateur dans les MICI, j'aimerais d'abord vous parler de la nouvelle interface de nos directs de l'AFA. Vous allez voir en bas de votre écran à droite, vous avez des petits onglets. Vous avez l'onglet en fait chat à droite pour interagir ensemble, donc ça c'est entre vous. Les questions, c'est pour poser les questions au docteur Plastaras ce soir sur le suivi des MICI. Sachez que ces questions-là, plus en fait vous allez les poser et voter pour ces questions, et plus en fait elles auront de chances de remonter parmi les questions les plus posées. Et puis vous avez en fait aussi votre nombre de participants là, à ce jour-là. En ce moment, vous êtes à 184, 185, ça monte puisque vous étiez plus de 400 inscrits. Donc, vous poserez toutes vos questions pendant le déroulé de la présentation du docteur Plastaras. Avant de faire cette présentation, on voulait quand même vous faire un petit sondage parce que c'est intéressant pour nous de savoir un petit peu quelle est votre routine en termes de suivi. Et un premier sondage va tout de suite apparaître, qui est un sondage. Alors, il faut aller donc dans l'onglet sondage. Vous cliquez sur le petit onglet sondage en bas à droite. À quel rythme voyez-vous votre gastro-entérologue? Est-ce que vous voyez une fois tous les 2 ans? Est-ce que vous le voyez une fois par an? Est-ce que vous voyez 2 fois par an? Est-ce que vous voyez seulement quand ça ne va pas? Eh bien, c'est à vous de répondre à l'une de ces quatre réponses. Et puis, on regardera le résultat à la suite de la présentation du docteur Plastaras. Et puis, on pourra même le commenter ensemble si vous voulez. Donc, maintenant, c'est à vous, docteur Plastaras, et à la présentation sur quel suivi des MICI, quels enjeux en fait de ce suivi des MICI en 2022. Et merci beaucoup de cette présentation. Eh bien, merci à vous de m'avoir proposé de faire ce sujet. Alors, j'avoue que quand on me l'a proposé, j'ai trouvé que c'était un sujet difficile. Donc, je suis contente d'avoir pu me pencher dessus et je sais comme c'est important. Donc, on est là pour en discuter ensemble. Donc, il y a une petite demi-heure de présentation et puis ensuite, on va essayer de pouvoir discuter. Alors, effectivement, je suis gastro-entérologue aux hôpitaux civils de Colmar. Et donc, on est là pour parler du suivi médical en 2022 et un petit peu faire notre mode d'emploi. Alors, je vous propose ce sommaire-là. Alors déjà, quels examens en 2022? On va essayer de faire un petit focus sur l'échographie parce que je crois que c'est très important actuellement. Ensuite, on va définir le rythme de suivi et je voudrais faire un petit focus sur l'éducation thérapeutique qui est très importante pour moi. Et puis, quel changement? Alors, en 2022, ça y est, on a changé d'une année. On va faire un petit focus sur les biothérapies sous-cutanées parce que pour nous, c'est le gros changement et pour nos patients également. Alors, quels examens en 2022? Alors, on a un petit peu changé, heureusement, tout s'améliore. Alors, j'aime beaucoup cette étude de nos collègues de Clermont-Ferrand, d'Anthony Buisson. Finalement, c'était pour voir quelle est l'acceptabilité des examens. Quels outils pour quel suivi? C'est vraiment ça l'enjeu. Alors, on voit que ce qui est le plus accepté, ça va être la prise de sang. Et ce qui est le moins accepté, ça va être les examens endoscopiques. Alors, vous avez vu, la coloscopie et la rectosigmoïdoscopie sont tout au bout. C'est des examens complémentaires qui sont difficiles, on le sait, contraignants. Et c'est pour ça qu'on essaye de trouver des autres moyens. Alors, la prise de sang,
c'est facile. Et surtout, l'échographie. Alors, on va essayer d'en parler un petit peu. La CRP, je vous en ai parlé, c'est notre prise de sang. C'est un critère d'inflammation. Elle est largement utilisée en pratique quotidienne, mais elle est très peu spécifique et surtout pas spécifique du tube digestif. Elle va refléter l'inflammation systémique, donc ça nous donne un très bon indice, mais la CRP n'est pas toujours élevée au diagnostic. Alors pour la rectocolite hémorragique, ce n'est pas un très bon reflet. Pour la maladie de Crohn, ça l'est beaucoup plus. On sait que quand elle augmente, il se passe quelque chose, mais ça ne nous satisfait pas tout à fait. L'examen complémentaire suivant, c'est l'iléocoloscopie. Alors, effectivement, c'est notre pratique quotidienne, il y en a beaucoup, vous en avez tous fait, mais ce n'est pas un examen qui est anodin. Déjà, c'est sous anesthésie générale, et puis on sait que quand on a une maladie inflammatoire, le risque de perforation, il est plus important. Alors, vous voyez, c'est la petite courbe verte, et puis on sait que, c'est des sujets un petit peu plus à risque de complications, parce qu'il y a une inflammation. Pour nous, c'est cependant un très bon reflet, parce qu'on peut voir l'inflammation de la muqueuse. Mais finalement, dans 15% des cas, cet examen, c'est plutôt un échec. On n'arrive pas au bout parce qu'il y a des sténoses, parce qu'on ne prend pas le risque de perforer. Et puis, le désavantage de l'iléocoloscopie, ça va être l'absence d'évaluation de la muqueuse, enfin des lésions transmurales, parce que vous savez qu'il y a la muqueuse, mais pour la maladie de Crohn, il y a aussi l'inflammation qui est derrière, et ça, la coloscopie ne nous permet pas de répondre à cette question. Donc, ce n'est pas non plus l'examen idéal. Alors, diapositive suivante, l'entéro-IRM. L'IRM, très bon examen. Très bon examen pour nous parce que non irradiant. On a un reflet très bon de la muqueuse, de la sous-muqueuse et puis de ce qui se passe derrière, du péritoine. Mais alors, vous savez que l'accès à l'IRM n'est pas facile partout, qu'il y a des délais d'attente, que effectivement, ça représente un coût. L'apprentissage de la lecture de l'IRM n'est pas toujours aisé. Et puis, il y a l'ingestion de produits de contraste pour dilater les anses grêles. Donc, ce n'est pas forcément un examen facile, même si ça reste pour nous une référence parce que ça permet de faire une cartographie initiale très bonne. La vidéocapsule, alors c'est un examen qu'on utilise plus parce que finalement, les risques de la vidéocapsule, il n'y a pas d'irradiation. Ça permet de voir toute la muqueuse de l'intestin grêle, qui finalement, c'est le seul examen qui nous permet de faire ça. Le coût est modéré, c'est acceptable comme examen dans la cascade de l'acceptabilité. La préparation est beaucoup moins importante que pour une coloscopie. Les lectures des images sont faciles, on y a accès et pour le patient, c'est assez peu contraignant par rapport à une coloscopie. Mais ce n'est pas dénudé de complications. Comme vous voyez l'image sur le scanner en bas à droite, là, c'est la vraie vie. Hein, c'est une image qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps. Et ben, la capsule est restée coincée en amont d'une sténose. Donc, ça peut aller jusqu'à la chirurgie pour ce patient. Donc finalement, là, cet examen complémentaire n'était pas forcément le plus adapté. L'échographie. Alors, on va faire un petit focus sur l'échographie, si vous voulez bien. Alors, c'est un examen qui ne coûte pas cher, qui est ultra disponible, puisque maintenant, dans tous les services de gastro-entérologie, il y a un échographe. Donc, il nous faut 3 minutes pour prendre l'échographe. L'apprentissage est relativement facile. En une année, on a les images qu'il faut. On peut le faire à volonté. Il n'y a aucun risque pour le patient. Ce sont des ultrasons. Donc, il n'y a aucun risque d'irradiation ou d'effets secondaires. Et puis, alors, il y a des experts dans l'échographie des NICI, mais finalement, quand on a une culture de l'image, l'échographie, on apprend vite et ça rend un grand service. Ça fait partie des recommandations européennes, les recommandations ECHO, qui nous disent qu'effectivement, l'échographie apparaît comme un très bon examen, facilement accessible, pas d'effets secondaires. Pour nous, c'est vraiment un des enjeux qu'il va falloir qu'on développe dans les années qui viennent, se former à l'échographie pour avoir une bonne évaluation. Alors voilà des images d'échographie. Alors on voit bien sur l'image tout en haut à gauche un intestin grêle qui apparaît inflammatoire. Sur l'image en haut à droite, on voit un épaississement des parois de l'intestin grêle. C'est des images pour nous
typique d'une inflammation, facilement accessible, non douloureuse. Donc voilà, pour vous donner un exemple, ça se fait pendant la consultation. L'échographie, c'est le prolongement du bras du clinicien, hein. Vraiment, ça va nous permettre de voir l'évolution, de rechercher une complication. L'image en bas à gauche, c'est une sténose avec une dilatation d'amont. Donc voilà, juste avec une petite image d'échographie, en 30 secondes, on voit qu'il se passe quelque chose. Puis sur l'image en haut à droite, c'est une fistule entre deux anses anormales de l'intestin grêle. Tout ça pour vous dire qu'en quelques minutes, ça va nous orienter. Donc il faut qu'on arrive à développer cette technique d'échographie, et ça se développe beaucoup. Effectivement, c'est un examen qui n'est pas 100%, et c'est tout à fait dépendant de celui qui va faire l'échographie. C'est pour ça qu'il faut des formations adaptées, et puis qu'il faut des radiologues ou des gastro-entérologues experts dans l'échographie pour que ça soit rentable comme examen. L'intérêt croissant pour l'échographie, ça se voit dans toutes les publications françaises, européennes et puis internationales. Vous voyez, il y a de plus en plus de publications sur le sujet. On travaille de plus en plus avec l'échographie. Finalement, quand on réfléchit à l'échographie, elle est performante pour évaluer l'activité de la maladie. Elle est facile à effectuer, rapide. Elle peut être réalisée au cours de la consultation. Aucune préparation n'est nécessaire. Elle est répétable à l'infini sans effet secondaire. Le coût est faible. On peut examiner la totalité de la paroi et des structures extradigestives, comme pour l'IRM. C'est un examen en temps réel. Au moment où vous venez à la consultation, vous nous dites ça ne va pas bien, hop, on rejette un coup d'œil sur l'anse grêle qui ne va pas bien. Ça nous permet vraiment d'être très réactifs, pas d'irradiation. Et puis, on explique aux patients en même temps qu'on fait l'échographie, et je trouve que voilà, ça permet vraiment de s'intégrer et de comprendre ce qui se passe. Et puis alors vous voyez là, il y a un petit iPhone à côté avec une sonde d'échographie, donc c'est la nouveauté, hein. Il y a des petits programmes avec des petites sondes d'échographie, donc bientôt on va pouvoir le faire en regardant notre téléphone rapidement. Voilà. Donc ça se développe, c'est vraiment un examen qu'il faut avoir en tête, parce qu'on va essayer de vous le proposer de plus en plus souvent avec une bonne efficacité. Alors, tout ça pour arriver, tous ces examens complémentaires, on vous embête pour le suivi, on vous embête pour les examens complémentaires, parce que ce qu'on voudrait arriver, vous savez, notre target, notre cible, c'est la cicatrisation muqueuse. Donc, tous ces examens complémentaires, ils vont nous amener à ça, à cette cicatrisation muqueuse. Donc, vous avez vu que c'est finalement l'ensemble de tout ça qui va nous permettre de bien vous prendre en charge. Une échographie seule ne suffira pas. Mais on ne peut pas répéter les coloscopies tous les 3 mois pour voir comment ça se passe. Donc, c'est vraiment et la prise de sang avec les dosages spécifiques, la CRP, et la coloscopie, et l'échographie, et puis aussi votre ressenti, qui vont nous faire choisir l'examen complémentaire pour bien prendre en charge et bien vous suivre. L'objectif, voilà. Alors ça, c'est la diapositive qui paraît, il y a plein de choses décrites, mais finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que notre objectif central, on peut lire, c'est les cibles communes. Les cibles communes, c'est ce qui est écrit en jaune. Alors, on veut une réponse clinique, on veut une amélioration du transit, on veut que la CRP, elle diminue, on veut que la calprotectine fécale, on pourra en parler un peu, c'est vrai que je l'ai peut-être moins détaillé, soit négative. On veut une normalisation du transit. On veut à la fois une réponse clinique et une rémission clinique. Et puis, le Graal, c'est une rémission endoscopique. Donc, vous avez vu, ce qui se colore en rose, c'est spécifique pour la RCH, c'est nos scores d'endoscopie. Et ce qui est en bleu, c'est plus spécifique de la maladie de Crohn. Donc, ce qu'on voudrait, c'est une résolution de l'inflammation. Donc, finalement, tous ces examens, on va les utiliser à des périodes différentes, à des moments différents, on va en parler après, pour inverser l'évolution naturelle de la maladie inflammatoire et adapter notre traitement le plus tôt possible. Vous avez vu, en plus, en plein Covid, on peut dire que la coloscopie, voilà, il faut une place au bloc opératoire, il faut un anesthésiste, il faut une préparation à la maison, il faut un test PCR, etc. Alors que voilà, l'échographie, ça permet peut-être de nous débloquer d'une situation. Donc ça, c'est nos objectifs, on va dire, finaux, notre cible.
Alors, dans les examens endoscopiques, on parle du score de Mayo. Je vois qu'il y a une petite question qui défile en même temps. Alors, vous vous inquiétez pas, c'est nos scores endoscopiques. Nous, on voudrait que tout soit bien. Et pour ça, on utilise, entre autres, l'échographie. C'est pour ça que je voulais faire un petit focus là-dessus. Alors, une fois qu'on a choisi notre examen complémentaire et nos examens complémentaires, on va parler du rythme de suivi. Alors, c'est une question très difficile. On va essayer de comprendre pourquoi c'est difficile et puis quelle surveillance on peut vous proposer. En fait, ces examens complémentaires, on va les utiliser suivant les différents stades de la maladie. Les différents stades de la maladie, c'est le diagnostic initial de la maladie. Ensuite, on va les utiliser pour rechercher les complications et l'extension de notre maladie, pour avoir une cartographie initiale. Ensuite, on va débuter notre traitement et on va rechercher la cicatrisation muqueuse. Et puis, le temps va passer et nous, ce qu'on veut, c'est un contrôle serré. C'est ce que la diapositive de tout à l'heure. On voudrait que tous nos pôles soient contrôlés. Et puis, parfois, malheureusement, la maladie évolue par poussée et là, il va falloir qu'on évalue la poussée. En même temps de tout ça, on va rechercher des complications, abcès, sténose et un dépistage de la dysplasie. Surtout le cancer colorectal. Donc, vous voyez tous ces pôles, il va falloir qu'on s'organise pour réaliser un suivi. Je vous propose déjà de parler du patient asymptomatique. Le but, ça va être de dépister précocement une poussée de la maladie. L'intervalle de surveillance proposé par le consensus européen, c'est de 3 à 6 mois. Et ça sera évalué en fonction de la durée de la rémission et des traitements en cours. La surveillance idéale, on est d'accord, elle doit être non invasive, simple à réaliser, facile à interpréter. Donc de 3 à 6 mois, c'est le rythme qu'on vous propose pour vous voir quand tout va bien. Souvent, on fait une prise de sang et une calprotectine fécale. Je vous avais dit que je vous parlerai un petit peu de la calprotectine fécale. Donc c'est le dosage de l'inflammation dans les selles. Elle n'est pas remboursée pour l'instant dans les laboratoires de ville, donc ça coûte assez cher, 50 €. Elle est prise en charge en général au milieu hospitalier. Donc voilà, c'est peu invasif, c'est juste un prélèvement de sel. Et puis quand tout va bien, un contrôle de la CRP, de la calprotectine fécale et un examen clinique, ça peut suffire. En tout cas, tous les 3 à 6 mois, on vous voit et on discute. Ça, c'est le tableau de toutes les choses qu'on peut faire. Alors, on en a parlé de tous ces examens complémentaires. Et puis, bien sûr, on ne va pas les répéter tous les 6 mois. On va discuter avec vous, on va regarder. La dernière fois, on avait fait une coloscopie. La vôtre date d'il y a moins d'1 an. L'entéro-IRM de moins de 6 mois. Tout va bien. On ne va pas refaire. Par contre, une petite impression, ça va moins bien. Alors là, on peut faire une échographie, d'autant plus que la calprotectine fécale qu'on vous a demandé est un petit peu en augmentation. L'échographie va remontrer une inflammation, on va peut-être chercher à optimiser le traitement. Et puis, 3 mois suivants, quand on vous revoit, ça va toujours pas mieux. Là, j'aurais besoin d'une bonne cartographie. Et si vous avez une maladie iléale, on va proposer plutôt une IRM. Par contre, si c'est une rectocolite hémorragique avec du saignement, des saignements dans les selles, on va proposer peut-être une rectosigmoïdoscopie parce qu'on n'arrive pas à contrôler avec l'adaptation des examens précédents. Donc voilà tous les examens qu'on peut utiliser tous les 3 à 6 mois. Et puis le patient symptomatique. Alors, le patient symptomatique, quand les symptômes arrivent, l'examen de choix, ça va rester la coloscopie. Pour l'instant, c'est notre meilleur examen. C'est notre meilleur examen parce qu'on a besoin de quelque chose d'objectif. Je vous l'ai dit, la CRP n'est pas forcément, la calprotectine pas facile, l'IRM on n'y a pas accès, le scanner ça irradie, et puis à un moment il faut quand même voir la muqueuse. Il se passe quelque chose. Pour l'instant, notre meilleur examen, ça reste l'idéocoloscopie. Et puis on va chercher aussi d'autres complications. Et là, les complications, c'est l'IRM qui va nous les montrer, l'échographie. Alors, pour le patient symptomatique, on va modifier un petit peu notre stratégie. Et le patient opéré. Le patient opéré, l'iléocoloscopie, c'est l'examen de référence pour le diagnostic de récidive. C'est ça qu'on va chercher. Après résection iléosécale. Et ça doit être fait dans les 6 à 12 mois qui suivent l'intervention. Dans les suites d'une chirurgie, on doit refaire une iléoscopie pour dépister la récidive. Ça, recommandation
européenne, on n'a pas le choix et aucun autre examen pourra le montrer. Et le suivi des complications des traitements. Alors, c'est là-dessus qu'on peut s'arrêter un petit peu. Effectivement, suivant les traitements qu'on a, les suivis seront plus ou moins rapprochés. Alors, il y a même des patients qu'on voit tous les mois parce qu'ils ont des traitements spécifiques qui nécessitent une surveillance. Quand on est dans un protocole, parfois on est vu tous les mois pour une nouvelle molécule. Dans tous les cas, on fait une biologie tous les 3 mois minimum. Et puis, vous le savez, les traitements par biothérapie nécessitent une surveillance par le gastro-entérologue, mais aussi par d'autres spécialistes, puisque ce sont des immunosuppresseurs, donc c'est le dentiste pour rechercher dépister un foyer d'infection, le dermatologue et le gynécologue. Alors, on met annuellement, mais c'est aussi des spécialistes qui vont pouvoir dire, le dermatologue, il va dire, bah, écoutez, là vraiment tout va bien, je peux vous voir tous les 2 ans. Par contre, il dit, bah, là j'ai enlevé 2 grains de beauté qui nécessitent une surveillance, donc on va vous voir plus souvent, je vais vous voir tous les 6 mois. Ça, c'est le spécialiste qui va choisir. Mais effectivement, il y a le suivi du gastro-entérologue, pardon, et il y a le suivi des autres spécialistes. Et ça reste très important. Pourquoi c'est important? C'est la cohorte Sésame qu'on a enregistrée il y a quelques années qui nous a montré ça, que quand on était sous Immurel depuis longtemps, le risque de cancer cutané était un petit peu plus élevé, de dysplasie du col utérin était un petit peu plus élevé. C'est pour ça qu'il faut absolument un suivi. Actuellement, on est aussi en train de peut-être vous participer à l'étude ICAR où on a enregistré beaucoup de patients qui avaient une maladie inflammatoire et on enregistre leurs complications pour adapter le traitement parce qu'il y a plein de nouvelles biothérapies qui arrivent et donc voilà, au minimum c'est tous les 3 mois. Parfois on peut tous les 6 mois quand tout va bien et parfois de manière plus rapprochée. Donc vous voyez, c'est difficile de donner des choses très précises parce qu'on s'adapte à chaque situation, à chaque poussée de la maladie et à chaque patient. Alors, c'est très complexe. On a du mal de faire des algorithmes très précis. On aimerait bien, mais ça ne se passe pas comme ça. Donc, comment diminuer cette complexité? La complexité, c'est surtout l'adhésion au traitement. Quand on a bien compris son traitement, on comprend bien le suivi qu'il faut faire. Quand on a bien compris sa pathologie et où on en était dans la maladie, le suivi est bien plus facile. C'est à ça que sert l'éducation thérapeutique. Donc, ça fait partie, les MICI font partie des maladies chroniques, digestives, donc elles ont tout à fait le droit de rentrer dans un programme d'éducation thérapeutique qui est en train de se développer de plus en plus, notamment l'équipe de Nice du CHU est très investie dans l'éducation thérapeutique. C'est une population de malades qui est demandeuse. Vous êtes vraiment demandeur d'une prise en charge d'éducation thérapeutique. Alors, le Covid fait que les réunions tous ensemble se sont peut-être un petit peu difficiles à organiser en ce moment, mais en tout cas, les centres font de plus en plus de programmes d'éducation thérapeutique pour faire adhérer le patient et puis pour diminuer cette complexité liée au suivi, au traitement, etc. Alors, il nous reste quelques minutes pour parler des changements en 2021 et 2022. Alors, les changements, on en a, et heureusement, parce que pendant longtemps, il y a eu peu d'évolution. On avait l'éthiopurine, les corticoïdes, les anti-TNF-alpha. Et puis, tout d'un coup, là, vous avez vu, entre 1989 et 2014, il ne s'est pas passé, pas de révolution dans la prise en charge des maladies inflammatoires. Et en 2014, ça y est, plein de nouvelles molécules. Les anti-intégrines, les anti-interleukines, les anti-JAK, on en a plein de nouvelles qui arrivent. Donc, plein de changements. Donc, des nouvelles molécules et puis aussi des anciennes molécules, l'infliximab, c'est le Remicade, qui arrivent par voie sous-cutanée. Une grosse étude a montré que ça y est, on pouvait avoir l'infliximab par voie sous-cutanée. Grosse révolution pour nous, grosse révolution pour les malades. Vous n'avez plus besoin de venir en hôpital de jour pour avoir vos perfusions IV d'infliximab. La voie sous-cutanée existe, donc effectivement, les patients qui étaient sous infliximab, on les voyait en hôpital de jour toutes les 8 semaines ou toutes les 4 semaines s'ils étaient optimisés. Et puis maintenant, tout se fait à la maison. En plus, les traitements par voie sous-cutanée sont faciles à réaliser et puis l'efficacité est au moins similaire, voire un peu meilleure. Alors, le suivi va donc se modifier. Un patient qu'on voyait toutes les 8 semaines en hôpital de jour, on pourra le voir tous les 6 mois en consultation si tout va bien.
Alors, cette étude d'infliximab, pour vous montrer que ça soit par voie veineuse en bleu ou par voie sous-cutanée en jaune, il n'y a pas de différence en termes de rémission clinique, tant pour la rectocolite hémorragique que pour la maladie de Crohn. Donc, c'est une belle réussite. Le vedolizumab, c'est l'antivio. Pareil, grosse nouveauté de 2021-2022. Il n'existait qu'en perfusion et ça y est, il existe par voie sous-cutanée. Facile, une injection tous les 15 jours et même rémission, même efficacité et ça se poursuit dans le temps. Donc voilà, des grosses révolutions. Alors, pour l'instant, le vedolizumab, donc voilà, encore des belles courbes de ces études et de beaux diagrammes pour vous montrer qu'il n'y a pas de différence. Alors, le vedolizumab est en train d'arriver. On va très rapidement vous le proposer si on ne vous l'a pas proposé pour passer en voie sous-cutanée. Alors, quand l'IV devient sous-cutané, je vous ai dit, grosse révolution pour nous. C'est disponible et remboursé en France pour la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique dans les mêmes indications que la forme IV. Alors, tout va se transformer. Peut-être que vous veniez beaucoup en hôpital de jour. Il ne va plus y avoir ces hôpitaux de jour. Plus de consultations pour les perfusions. Alors, pour les patients, c'est un petit peu difficile. Il peut y avoir une perte de la sécurité intra-hospitalière. On se retrouve à la maison à faire son injection sous-cutanée. Il y a des programmes d'éducation thérapeutique qu'on a mis en place. Par exemple, à Colmar, on l'a mis en place pour le passage IV sous-cutané, où c'est expliqué par les infirmières. On essaye de faire des réunions pour expliquer, pour ne pas perdre cette sécurité intra-hospitalière. Nous, on s'est beaucoup battu pour avoir des hôpitaux de jour qui fonctionnent, pour avoir des infirmières qui sont formées à l'ETP, qui connaissent bien les maladies inflammatoires. Donc, nous, on est en train de se battre pour garder ces infirmières formées. Et puis, on va essayer d'adapter la pratique médicale. Et puis, ces infirmières formées, on ne veut surtout pas les perdre. Donc, on essaye de mettre en place des adresses mail où vous pouvez nous adresser nos mails rapidement. Chaque centre essaye de faire le mieux possible pour garder ces formations et puis que surtout le suivi se maintienne et de manière facile. Alors, on avait 30 minutes pour se parler de tout ça. Ce que je voulais vous dire sur le suivi des maladies inflammatoires, c'est que c'est un sujet qui est complexe. Vous avez vu, on va s'adapter à la maladie, s'adapter à vous, s'adapter aux traitements qui sont en train de se modifier et puis aussi aux médecins de l'équipe. Tout le monde n'a pas exactement les mêmes suivis. S'adapter à la structure hospitalière. Alors la règle, effectivement, c'est qu'il n'y a pas de règle et c'est qu'il faut s'adapter, s'adapter, s'adapter. Alors on essaye de mettre des règles. Vous avez vu, coloscopie dans les 6 à 12 mois quand on a été opéré, quand on a l'infliximab, c'est tous les 3 mois le bilan sanguin, etc. etc. Mais la clé, c'est ça, c'est de s'adapter, c'est de se parler, d'échanger, d'expliquer pour essayer de comprendre quel suivi optimal pour chacun on peut faire et surtout à chaque moment de la maladie parce que ça va se modifier dans le temps, le rythme de suivi. Alors, j'espère que j'ai répondu au sujet qui m'était proposé. C'était un sujet complexe, mais très intéressant. Et j'ai beaucoup aimé en parler avec vous quand on a échangé à Strasbourg au dernier salon, parce que j'ai vu que c'était important. Donc, voilà, ça m'a fait vraiment plaisir de parler de ce sujet. Et puis, je crois qu'on a le temps pour quelques questions, si j'ai bien compris. Merci beaucoup, Dr Plastaras. Alors, j'en profite d'abord pour vous dire que dans le dernier InfaMag Recherche, il y a un dossier sur le suivi parce que on a vu effectivement que c'était très important, notamment dans le salon de Strasbourg. Donc, ce petit dossier sur le suivi est important parce qu'il vous parlera également du grand projet de recherche pour lequel d'ailleurs les malades et les proches ont voté. Et donc, nous orientons cette année le grand projet de recherche à l'AFA avec une thématique qui est celle du suivi des maladies, puisque vous l'avez dit vous-même, l'enjeu finalement de suivre de près les patients, c'est d'essayer d'obtenir cette rémission, ce que vous dites, cicatrisation muqueuse, tout ça, donc rémission profonde, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui permet au patient d'être bien stabilisé de sa maladie. En fait, c'est ça l'enjeu du suivi. On est bien d'accord. Alors, l'enjeu du suivi, notre target ultime, notre cible ultime, c'est ça, c'est la cicatrisation muqueuse complète, profonde, longue. Et
pour ça, on sait que malheureusement, ces maladies, elles ont tendance à revenir et ça va évoluer au cours du temps. Donc, on est obligé de faire un contrôle serré de nos malades. Et pour ça, on est toujours entre la balance de on vous embête avec tous les examens complémentaires alors que finalement, vous allez bien. Et puis, bah, on se donne un peu de liberté, ça y est, ça va bien. Le but, c'est de vivre normalement avec son traitement. Et c'est là qu'est tout l'enjeu de la balance. On aimerait poser des règles et se dire, eh ben, une colo tous les 2 ans, ça suffit largement, ou tous les 4 ans. Et puis voilà, mais c'est pas ça. On est obligé de s'adapter. Donc, il faut trouver les examens complémentaires les moins invasifs et les plus informatifs. Ce qu'on va chercher à dépister, c'est cette récidive. Hein, c'est celle-là dont on a peur une fois qu'on a établi notre diagnostic. Et alors voilà, la calprotectine, ça a bien changé nos pratiques, mais bon, c'est pas partout évident. Et puis, elle a plein aussi d'effets secondaires. Alors, c'est pour ça que je vous ai un peu insisté sur l'échographie, parce que ça nous permet d'être ça nous paraît être un bon examen. Alors, on va y revenir parce que c'est vrai ce que vous dites. Ce que vous dites, c'est que finalement, la surveillance idéale, elle est simple à effectuer, elle est fiable, ça c'est super important la fiabilité, et elle est non invasive, c'est-à-dire qu'elle est acceptable pour les patients. Donc ça, c'est vraiment très important. Et j'insiste quand même pour dire que c'est ce que nous souhaitons en particulier à la FA quand on lance de tels projets de recherche. Alors, justement, l'échographie, alors beaucoup de gens en parlent sur le chat et aussi dans les questions, parce que bien sûr, tout le monde rêverait finalement d'avoir l'échographie comme un examen fiable, utile, de surveillance en routine. Mais honnêtement, dans ce que je vois et dans la réalité de ce qu'on nous dit là dans le chat ou dans les questions, ce n'est pas un examen qu'on trouve facilement, et surtout, il n'y a pas beaucoup d'opérateurs, c'est-à-dire de gastroentérologues ou même d'échographes qui font des échographies. En général, on dit que, en gros, on ne voit rien ou que ce n'est pas forcément l'examen intéressant pour… Alors, est-ce que c'est le gastroentérologue qui doit faire l'échographie? Est-ce qu'il doit être formé pour bien regarder et puis repérer les lésions de la muqueuse? Comment ça se passe? Parce que là, pour l'instant, d'après ce que je vois dans les questions, ce n'est pas forcément quelque chose qui est fait en routine. Hein. Alors, ça se développe. Déjà, ça, c'est la première chose, c'est en train d'arriver, et puis c'est culturel. Il y a des centres qui en faisaient beaucoup, et puis d'autres un peu moins. Il y a des régions où on en fait beaucoup, et d'autres un petit peu moins. C'est culturel, mais on a vu que là, l'échographie avait vraiment sa place. Maintenant, il n'y a plus un congrès qui se passe sans qu'on parle de ça. Mais… Alors, il y a 2 choses. Il y a l'accès à l'échographie. À l'hôpital, c'est facile, mais en libéral, il faut acheter l'appareil d'échographie. C'est un investissement, voilà. Il faut se former à l'échographie, donc il faut prendre une petite année pour se former, hein, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ça prend du temps en plus de notre consultation. Alors, ça va apporter beaucoup de choses, mais voilà, c'est un moment qu'il faut placer avec le malade. Et puis, parfois, il y a des urgences, parfois, ce n'est pas toujours comme on voudrait. Et puis, la deuxième chose, c'est que tous les malades ne sont pas sensibles à l'échographie. L'échographie va très bien marcher quand on a une maladie iléale, de l'adhérence iléale, ça se voit très bien. Quand on a une maladie colique, il faut déjà un petit peu plus l'œil spécifique et formé. Et par exemple, quand on n'a qu'une atteinte rectale ou périnéale, l'échographie n'est pas du tout un examen adapté. Hein. Donc, encore une fois, c'est la complexité de toutes ces maladies, c'est que suivant le phénotype de la maladie, l'échographie ne peut pas être utilisée. Voilà. Donc, mais c'est en train de se développer. De plus en plus de formations sont ouvertes pour les gastro-entérologues pour l'échographie. Et puis, il y a des centres où c'est les radiologues qui font des très bonnes échographies et qui sont nos référents. Donc, voilà, c'est en train de se développer. Et quand ça fonctionne, c'est un très bon examen. C'est ce qu'il faut retenir. D'accord. Alors, j'en profite pour donner le résultat du sondage. Hein. Je ne sais pas si tout le monde a accès aux résultats. Alors, il y a quand même 56% des patients des participants qui sont donc en ligne, qui voient leur gastro-entérologue 2 fois par an, 24% une fois par an, 15% seulement quand ça ne va pas et 5% une fois tous les 2 ans. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup de questions dans ce sens. Hein, à quel rythme on peut voir les gastro-entérologues? Finalement, est-ce que c'est problématique finalement de ne le voir que quand ça ne va pas? Vous avez parlé également des autres types de professionnels de santé, que sont dermatologues, gynécologues, et puis et là aussi,
On a pas mal de questions sur cette coordination finalement entre plusieurs professionnels de santé avec les délais d'accès au rendez-vous. En pratique, comment ça se passe? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours accès aux professionnels et surtout, ils ne se coordonnent pas tout le temps entre eux. Donc, dans la réalité, comment on peut faire pour améliorer la chose? D'abord, est-ce que c'est important de voir vraiment son gastro-entérologue même quand ça va bien? Et puis, deuxièmement, comment on fait pour coordonner en fait les soins entre les différents professionnels de santé en prenant en compte le fait qu'il y a quand même pas mal de délais, notamment pour aller voir ces professionnels? Alors, pour la question du gastro-entérologue, est-ce que c'est important de le voir? Ça dépend de la maladie. Ça dépend de la maladie et chaque cas est à discuter avec votre gastro-entérologue. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Mais une maladie qu'on a mis du temps à équilibrer et qui va enfin bien, je n'imagine pas de voir mes patients que quand ça ne va pas. Puisque quand ça ne va pas, c'est trop tard. C'est que les lésions sont déjà constituées. Nous, ce qu'on va essayer, c'est de dépister ces lésions avant que les patients n'aillent mal. C'est pour ça qu'on vous embête avec la calprotectine, la CRP, l'échographie. Donc, ne voir son gastro-entérologue que quand ça ne va mal, alors je dirais que c'est presque trop tard. Voilà. Après, quand tout va bien, se voir une fois par an, eh ben, parfait, très bien. Quand on est sous biothérapie, se voir moins de tous les 6 mois, c'est quand même difficile d'équilibrer quoi que ce soit si on se voit moins que tous les 6 mois. Donc, je crois que c'est à discuter avec son référent, son gastro-entérologue référent. Mais se voir que quand ça va mal, non. Mais se voir en plus quand ça va mal, oui. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on vous fixe le prochain rendez-vous à 6 mois que, je ne sais pas, à 4 mois, ça va mal. Il faut qu'on puisse avoir accès, il faut qu'on puisse discuter. C'est en ça que l'éducation thérapeutique est très importante et qu'on essaye d'avoir une adresse mail pour nous envoyer un petit mail. Non, là, ça ne va pas, ça attendra pas 4 mois. OK, je vous vois plus rapidement. Donc voilà, il y a les rythmes qu'on fixe avec son gastro-entérologue et puis il y a tous les événements de la vie. Alors, ensuite, pour coordonner les différents spécialistes, très compliqué. Alors, dans un centre idéal, on aimerait travailler tous au même étage et ouvrir notre porte et dire allez vite chez le dermatologue en face. Voilà, ça, c'est pas possible. Par contre, discuter avec vous et se dire oh là là, vous n'avez pas vu le dermato depuis 2 ans, là, ça va pas. Ce qu'on peut faire, une des propositions qu'on avait essayé de mettre en place avec le GTED, c'est qu'au bout de nos comptes rendus, de chaque compte rendu où on vous voit notre patient, on dit une consultation annuelle vers le dermatologue est souhaitable. Une consultation vers le gynécologue de manière annuelle est souhaitable. Ce qui sensibilise quand même aussi les spécialistes et les généralistes quand ils reçoivent des comptes rendus en disant mais dites donc, vous avez pris rendez-vous avec votre dermato, etc. Eh bien, je vais passer un petit coup de fil, on en est où, etc. On n'arrivera pas à faire mieux que ça. On essaye de les inclure comme ça. Et je trouve que quand un spécialiste reçoit le patient avec toute l'histoire de la maladie, il se sent forcément plus impliqué aussi. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de donner l'histoire de la maladie à chaque fois, le double des consultations, pour inclure les autres spécialistes dans la prise en charge du patient. Du coup, comment il faut qu'on fasse en fait? Est-ce que c'est à la fois c'est le gastro-entérologue qui propose le suivi au patient, mais le patient doit aussi être proactif. Dans quel sens en fait ça va? Ça va des deux côtés, hein. Comme d'habitude, je pense qu'il faut être acteur de sa santé, acteur de sa prise en charge, mais on ne peut pas l'inventer, il faut discuter avec son spécialiste, comprendre pourquoi c'est important d'aller voir le dermato, même si on a le rendez-vous que dans 1 an, c'est pas grave. Si c'est sévère, nous, on trouvera une solution pour appeler le dermatologue hospitalier pour qu'il vous voie plus rapidement. Mais c'est important de prendre nos rendez-vous et de se dire à chaque fois, eh ben, j'en suis où, etc. Donc non, c'est les patients qui prennent les rendez-vous de suivi, sauf s'il y a un problème aigu, où on est là pour vous aider. Comme d'habitude, c'est un échange. Voilà. C'est un échange et on est là pour en discuter. Alors, vous parliez bien sûr de la coloscopie. Moi, j'ai quand même un petit sondage encore, quand même, une question à poser à nos participants, parce qu'on parlait de l'acceptabilité des examens, et puis il y a pas mal de questions justement sur la coloscopie, à quel rythme, etc. Moi, j'aimerais bien qu'on pose la question, un deuxième sondage, si c'est possible, bien sûr. C'est dans le suivi de votre Mickey, quel rythme de coloscopie est acceptable pour vous?
Alors, répondez une fois tous les 6 mois, ou une fois par an, ou une fois tous les 2 ans, ou une fois tous les 5 ans. Et on reviendra en fait ensuite vers vous pour la réponse, parce que c'est quand même intéressant de voir à quel point si c'est acceptable ou non d'avoir des coloscopies. On sait que c'est quand même relativement embêtant. Vous avez aussi parlé tout à l'heure des effets collatéraux, on va dire, quelquefois des coloscopies. On voit quand même que les gens se posent des questions, notamment sur le chat et puis sur l'onglet des questions, sur le rythme de coloscopie, notamment en rémission, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours envie d'aller faire une coloscopie quand on va bien, mais en même temps, vous avez des gens qui posent des questions de personnes qui ont des rectocolites hémorragiques depuis plus de 20 ans. À quel rythme il faut faire cette coloscopie? On voit bien quand même que il y a à la fois la coloscopie pour voir s'il y a une rechute, mais il y a aussi quand même toute cette surveillance du cancer colorectal qui est aussi importante dans le cadre de la coloscopie. Qui est très importante. Hein. Je vous ai dit, la coloscopie, pour l'instant, on arrive à la remplacer par aucun examen complémentaire. Hein. Donc, ça reste notre examen clé pour nous. Alors, vous l'avez dit, il y a le diagnostic. Sans coloscopie, on ne fera pas le diagnostic de la maladie. Il y a le suivi pour dépister la complication. Ça, vous l'avez dit, nous, ce qu'on dépiste, ça va être la dysplasie, les polypes, le risque plus élevé de cancer colorectal. Ça, il n'y a aucun examen qui remplacera la biopsie et l'analyse des cellules de la muqueuse. Mais ça, il faut que ça soit un rythme acceptable. C'est-à-dire que tous les ans, sauf si on a une pathologie associée qui est la cholangite sclérosante primitive, il n'y a pas de raison de faire une coloscopie tous les ans. Sauf si on a trouvé plein de polypes et qu'on est à risque, etc. Quand tout va bien, un rythme tous les 4 ans, c'est plutôt les recommandations, par exemple, pour la rectocolite hémorragique. Quand on n'a pas d'antécédent familial, qu'on n'a pas de polypes, pas de pseudopolypes, qu'on est en rémission, tous les 4 ans, c'est le rythme acceptable entre un risque de cancer colorectal élevé et puis les complications liées à la coloscopie. C'est toujours le rapport bénéfice-risque. Hein. Oui, bien sûr. Donc, en fait, ce qui est important de toute façon, c'est d'être conscient quand même que ce suivi est important et qu'il faut essayer de le faire au maximum, quoi. Et puis, il va se modifier au cours du temps. Hein. On peut modifier le rythme au cours du temps. Hein. Ça peut être tous les 2 ans s'il y a une inflammation, s'il y a des risques, tous les 4 ans, au bout d'un moment, si tout va bien. Voilà, ça va se modifier. Hein. Et vous n'avez pas parlé du scanner, parce que c'est vrai que le scanner, c'est un examen qui est utilisé très souvent en routine. Ouais, j'ai un peu, je l'ai enlevé presque sciemment. Alors, le scanner, c'est un super examen. C'est un super examen parce on peut le relire en staff tous ensemble, on peut regarder le scanner précédent, etc. On voit tout le grêle, tout le côlon, on cherche les complications. Il est facile, on ne boit pas de produits de contraste sauf pour les entéroscanners. Ça peut se faire en urgence, le scanner, il y en a partout. Mais le scanner, c'est irradiant. Et c'est en ça qu'on évite de le faire au maximum. On cherche des alternatives au scanner. Hein. Le scanner ne doit pas être un examen de référence dans les maladies inflammatoires. Parfois, on est obligé de l'utiliser dans les situations d'urgence parce qu'on ne peut pas faire une IRM à 2 h du matin quand on suspecte une perforation, une occlusion. Ce n'est pas un examen qu'on peut faire. Mais donc le scanner, il reste facile, reproductible, efficace, mais irradiant. Et ça, quand on est jeune, on ne peut pas faire des scanners tous les 3 mois. Hein. Le risque, c'est les cancers radio-induits, et donc on évite au maximum cet examen complémentaire. Alors, sur la vidéo-capsule, est-ce que, notamment sur un diagnostic de la maladie de Crohn ou sur un suivi, c'est aussi un examen qu'on peut faire assez systématiquement? Oui. Ça, on le fait souvent dans les centres hospitaliers. En libéral, ça existe aussi? Ça existe aussi et c'est un très bon examen. Hein. Ça permet de faire le suivi, de vérifier la cicatrisation muqueuse. C'est un très bon examen pour les pathologies iléales. Alors, ça ne marche pour l'instant pas pour les lésions coliques. Donc, encore une fois, ça va marcher pour les maladies de Crohn iléales. Il ne faut pas qu'il y ait de sténose. Hein. Je vous ai expliqué le risque, c'était qu'elle reste coincée et qu'on soit face à une complication de cet examen complémentaire. Ça ne va pas marcher pour les lésions basses du côlon, etc. Il existe des vidéocapsules coliques, mais qui sont très contraignantes. Finalement, faire une coloscopie, c'est des fois moins contraignant. C'est plutôt quand on a une contre-indication à la coloscopie, à l'anesthésie générale ou à des choses comme ça, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout une référence. Donc, la vidéocapsule pour les maladies inflammatoires gréliques, c'est un très bon examen pour le suivi.
pour l'efficacité des traitements, pour la recherche d'une récidive de la maladie. OK. Alors là, quand on voit par exemple les résultats du sondage sur l'acceptabilité de la coloscopie, on voit que finalement, la meilleure acceptabilité, enfin, ça se joue entre une fois tous les 2 ans et une fois tous les 5 ans. Donc, vous voyez que… Ouais. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce délai d'acceptabilité inférieur à tous les 2 ans, sauf s'il y a eu une chirurgie. Il faut qu'on cherche d'autres alternatives parce que c'est difficile. Quand on vous propose la coloscopie, c'est qu'on est quand même un petit peu coincé. Hein. C'est qu'on on peut pas tellement faire autrement. Et puis là, en plus, vous avez vu avec le Covid, les blocs sont saturés, il y a des annulations de programmation, etc. Donc d'autant plus, voilà. Tous les 5 ans, quand on a une maladie colique, 5 ans, c'est un petit peu trop parce que le risque, c'est la dysplasie dans le côlon. Voilà, donc tous les 4 ans, mais encore une fois, on s'adapte, on discute ensemble, etc. Voilà, mais je suis d'accord, on est complètement d'accord, inférieur à 2 ans, c'est pas acceptable. Quand on est en rémission de la maladie, vous préconisez combien de calprotectine par an pour surveiller une maladie de Crohn ou une rectocolite? Alors, il y a plein de consensus et on n'est pas tout à fait… Alors, il n'y a pas vraiment une unité, mais c'est-à-dire que nous, on aime bien la faire tous les 3 à 6 mois. Souvent, on vous voit tous les 6 mois et on fait souvent une calprotectine. Quand on sent que la maladie n'est pas tout à fait contrôlée, j'en fais volontiers tous les 3 mois pour dépister la rechute le plus précocement possible pour optimiser plus rapidement. Quand tout va bien, tous les 6 mois, c'est un examen non invasif qui nous permet un bon suivi. Voilà. D'accord. Et on peut être sûr que quand on fait une calprotectine en rémission et puis qu'en fait, elle est très très basse, on peut être sûr qu'on n'a pas de problème de maladie sous-jacent ou… C'est un examen qui est très spécifique. Donc, c'est vrai que quand elle est basse, on est quand même rassuré. Alors, comme d'habitude, ce n'est pas 100%. Voilà. La calprotectine, ça va dépister l'inflammation, mais par exemple, quand on a une sténose fibreuse, quand l'intestin grêle va se fermer, mais sans inflammation, de manière cicatricielle, la calprotectine n'augmentera pas forcément. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas symptomatique. Donc, encore une fois, c'est un indice dans le panel de nos examens. Voilà, quand elle est haute, on se dit « Ah là, la maladie, on est en phase inflammatoire ». Quand elle est basse et que vous avez vraiment mal, il va falloir qu'on fasse peut-être une IRM pour rechercher une sténose. Mais quand elle est basse et qu'on va très bien, alors voilà, encore un argument de plus pour dire que c'est toujours à corréler à la clinique. C'est toujours à corréler à la clinique. Voilà. Donc, du coup, est-ce que c'est en train de supplanter un peu la CRP ou pas ? C'est complémentaire. C'est complémentaire. On ne voit pas faire des suivis qu'avec la calprotectine, d'autant plus que je vous rappelle qu'elle n'est pas remboursée. Donc, quand on est en milieu hospitalier, ok, c'est facile. Quand c'est en ville et qu'il faut, voilà, c'est entre 50 et 60 euros, ça peut être limitant. Voilà. Donc, en tout cas, la CRP seule ne suffit plus. D'accord. Alors, juste comme ça, une dernière question, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de questions. Alors, il y a 2 choses. La première, c'est que les questions qu'on a, elles sont très larges. Donc, moi, ce que j'avais oublié de vous dire au début, c'est que les questions qu'on doit poser, elles doivent être quand même autour de la thématique du suivi. On va avoir plusieurs autres directs de l'AFA sur les traitements, sur la douleur, sur la fatigue. Et donc là, vous pourrez poser toutes vos questions, mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas répondre non plus de façon très large à toutes les questions. C'est compliqué. Vous, docteur Plastaras, si vous aviez un message sur le suivi à passer aux patients, aux participants qui sont là, ce serait quoi finalement ? Le message que je voudrais passer, c'est qu'il faut discuter. Quand on n'est pas d'accord avec le suivi qui est proposé, il faut discuter. Il nous faut votre sentiment, il nous faut votre avis. Parce que quand on vous dit il faut faire une coloscopie et puis vous vous dites oh non ça va pas du tout aller, je vais pas y arriver, etc. On préfère discuter avec vous pour essayer de trouver une solution, essayer de vous expliquer pourquoi, et puis vraiment quand ça va pas dire écoutez allez on essaye plutôt de faire une IRM. Est-ce que pour vous l'IRM était plus acceptable? Je vous ai montré la diapositive avec tous les degrés d'acceptabilité, mais en fait c'est interindividuel, ça dépend de chacun. Peut-être que pour vous l'IRM c'est plus facile que la coloscopie ou inversement, etc. Donc le message que je voudrais passer, c'est qu'on discute.
On est là pour discuter et du suivi et des traitements. Il faut qu'on prenne nos décisions ensemble. Pour que ça fonctionne, il faut qu'on puisse s'adapter. Et voilà, donc c'est vraiment le message. Le message, je crois que c'est ça. Oui, parce que dans tout ça, finalement, l'enjeu, c'est de continuer à bien se faire suivre, c'est de ne pas lâcher finalement ce suivi. En fait, c'est ça. Et pour ne pas le lâcher, il faut pouvoir l'accepter. Il faut pouvoir l'accepter. Et pour l'accepter, il faut le comprendre. Et c'est là qu'on intervient. Et c'est là qu'on doit vous expliquer. C'est pour ça que j'aime bien l'échographie. Parce que quand on l'a fait, vous êtes juste à côté de nous. Et puis, on peut vous expliquer, vous montrer. Voilà. C'est pour ça que c'est important pour nous aussi. Bien, écoutez, un très très grand merci pour cette soirée, ce direct de l'AFA sur le suivi que je trouve, c'est un sujet qu'on n'a jamais beaucoup développé et qui est en train effectivement de grandir et en fait, je pense qu'on aura d'autres sessions et d'autres informations effectivement au sujet du suivi. Donc un très très grand merci d'avoir refait finalement cette présentation que vous aviez déjà faite au Salon de Strasbourg, donc le faire plus largement puisqu'on était plus de 250 connectés ce soir. Et donc vous dire que la fois prochaine pour le direct de l'AFA, on se retrouvera en direct de Vienne, oui, en Autriche, à ECHO pour en fait une overview de ce grand congrès, un des premiers congrès dans lesquels normalement on est censé se retrouver ensemble en physique. Donc on se retrouvera surtout pour vous parler des avancées des traitements et des nouveautés en termes de recherche en direct de Vienne avec des experts d'EMIKI. Un très très grand merci à vous, Dr Plastaras, et puis à très bientôt pour un nouveau direct de l'AFA. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci à vous, avec plaisir.